Bonjour et bienvenue à cette deuxième édition de la Semaine de la santé durable qui est organisée par l'Association pour la santé publique du Québec. Mon nom est Thomas Bastien et je suis directeur général de cette association. Je suis très heureux d'être avec vous pour cette troisième édition, cette troisième journée, de notre Semaine de la santé durable qui a pour thème les Québécois et les Québécoises au cœur de l'économie. Alors aujourd'hui, on parle de faire une plus grande place aux citoyens et aux citoyennes dans les décisions concernant les budgets municipaux, puisque nous discuterons de budget participatif. Alors, j'ai la chance d'être en conversation avec Isabelle Godette et Laurence Bérère. Bonjour Isabelle, bonjour Laurence, comment allez-vous? Bien, merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Bonjour, oui, ça va bien, merci. Superbe. Alors, Isabelle, vous êtes coordonnatrice de projet et développement au Centre d'écologie urbaine de Montréal. Vous êtes spécialiste en fait dans l'intervention auprès des communautés et des questions de démocratie. Vous êtes leader dans le design de processus participatifs et d'acceptabilité sociale. Également, vous avez mis votre expertise en participation citoyenne au profit d'une ville plus durable et vous avez développé des processus de mobilisation, de concertation et d'animation auprès de collectivités et de professionnels partout au Québec. Merci Isabelle d'être avec nous. Alors quant à vous, Laurence, vous êtes professeure agrégée au département de sciences politiques de l'Université de Montréal et vous êtes une experte des pratiques démocratiques et tout particulièrement de la participation citoyenne à la gestion publique. C'est bien ça? Oui, merci. Superbe. Alors, en fait, comment ça va se passer aujourd'hui? Notre échange en fait va se dérouler en deux parties. Dans un premier temps, on va discuter ensemble des budgets participatifs, de leurs avantages et des conditions gagnantes pour favoriser un processus démocratique qui est favorable à l'enrichissement des milieux de vie et à la qualité de vie. Et dans un deuxième temps, on va offrir la possibilité au public de poser ces questions dans le cadre d'un échange en direct. Est-ce que ça vous convient? Oui. Superbe. Alors, sur ce, on va commencer en fait avec la première question qui est à la fois simple et compliquée, hein. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un budget participatif? Je vais y aller. Donc, le budget participatif, c'est un processus démocratique qui vise à ce que la population décide de l'allocation d'une partie du budget municipal dans le cas de notre conversation aujourd'hui. Donc, les citoyens sont invités à proposer des idées qui sont par la suite discutées en groupe pour développer des projets. Évidemment, toutes ces idées, ces projets sont analysés par la municipalité pour voir leur faisabilité et les idées qui sont recevables, admissibles selon les critères déterminés par la ville sont mises sur un bulletin de vote où les habitants du territoire visé sont invités à voter pour déterminer quels seront les projets à réaliser en fonction de l'enveloppe disponible. Superbe. Laurence, est-ce que vous voulez rajouter un point à cet effet, un petit complément? Ben, en fait, peut-être juste insister sur le fait que il y a aussi il y a toute la question de savoir quelle part du budget, en fait, on va mettre à la partie, enfin, qu'on va soumettre aux citoyens, puis voir comment on va faire pour faire une participation autour de ça. Puis, historiquement, en fait, généralement, ça a été plutôt le budget en termes d'infrastructure, en fait, qui était donc pour voir un petit peu faire une forme de processus de priorisation budgétaire, en fait, dans la municipalité, de voir quelles seraient les priorités d'investissement, que ce soit en termes de parcs ou d'aménagement, etc. Donc, il y a plusieurs choses possibles de faire là. Mais ça peut être aussi un peu plus large. Et puis d'ailleurs, aussi, là, on insiste sur la municipalité, mais ça peut être aussi dans toutes sortes d'organisations. Moi, je suis à l'université, on pourrait avoir un budget participatif. Il y a des exemples de budget participatif à l'université. Il y en a dans toutes sortes d'institutions, mais généralement, c'est vraiment comme une partie du budget d'investissement, en fait, pour voir comment est-ce qu'on va faire en conviant les citoyens à cet exercice de priorisation budgétaire, là. Alors, c'est même intéressant, Laurence, comme vous le dites, parce que on parle en fait d'infrastructure dans un premier temps, et puis ça amène davantage en fait la question. Ça vient d'où en fait le budget participatif, cette initiative-là plus particulièrement?
Alors, en fait, ça vient du Brésil, en fait, de la ville de Porto Alegre, en fait, au moment où il y avait la transition démocratique dans les années 80 au Brésil. Il y a eu le Parti travailliste, qui est un parti de gauche, en fait, qui a pris le pouvoir dans plusieurs villes, dans Porto Alegre, où ils ont proposé ce processus de budget participatif, en fait. Donc, c'est vraiment eux qui ont pensé, qui ont designé toute cette façon de faire. Puis ensuite, vers la fin des années 2000, ça s'est mis à être diffusé, à être connu, puis à être diffusé de par le monde grâce, en fait, au mouvement altermondialiste de l'époque. Si on se rappelle, au début des années 2000, c'était un mouvement très fort, en fait. Puis donc, ça s'est mis à être diffusé. Puis en fait, on peut dire que le budget participatif, c'est un peu un champion international en termes de démocratie participative. C'est vraiment un des dispositifs participatifs les plus, je dirais, qui a eu le plus de diffusion sur tous les continents, dans plusieurs types de secteurs. C'est assez incroyable. Puis, en plus, ce qui est particulier, je disais que c'était le mouvement altermondialiste qui a vraiment participé à le diffuser, mais aussi, ensuite, il y a eu d'autres types d'institutions, comme la Banque mondiale, qui n'est pas nécessairement associée à la gauche, si on veut, mais beaucoup plus qui aussi faisait la promotion du budget participatif parce que c'était une bonne manière d'amener plus de démocratie, de transparence dans une municipalité, parce qu'il faut voir qu'en faisant ce processus-là budgétaire-là, ça force si on veut, la municipalité à dire, ben voilà, voici c'est quoi nos revenus, voici comment ça fonctionne, comme tout un exercice vraiment d'information qui peut être fait à ce moment-là. Puis pour la Banque mondiale, c'était aussi donc une manière aussi de lutter contre la corruption, en fait. Pour le mouvement altermondialiste, ce qui était intéressant, c'est que dans l'idée du budget participatif au départ, pourquoi c'est important aussi le vote, mais il y a aussi une étape où on va regarder qui en a le plus besoin. Donc, par exemple, juste pour aller rapidement, si on disait, voilà, il y a plusieurs quartiers qui demandent un nouveau parc, de refaire le parc, mais qu'on se rend compte que le quartier X en a plus besoin que l'autre, bien, la priorité d'investissement va aller plus au quartier X et non pas au quartier B. Et ça, c'était une manière de ramener de l'égalité aussi dans la ville, en pensant que finalement, souvent, dans des sociétés où les inégalités sont fortes, mais on peut retrouver ça ici aussi, cet enjeu-là, c'est-à-dire que c'est toujours dans les quartiers plus riches qu'on investit davantage. Puis là, ça permettait aussi de redistribuer. Il y a une portée redistributive aussi dans l'idée de départ du budget participatif. Puis juste pour terminer, ce que je voudrais ajouter, ce qui est assez particulier, c'est que je disais que ça s'est diffusé en fait sur tous les continents, tous les secteurs. Mais il reste un continent qui a été touché en dernier, et c'est l'Amérique du Nord. Et dans l'Amérique du Nord, le pays où il y a le moins de budget participatif, c'est le Canada. Donc, les États-Unis ont quand même, au départ aussi, il n'y en avait pas beaucoup, mais vraiment dans les dernières années, ça en est développé des connus, par exemple à New York, à Chicago, mais dans plusieurs autres endroits. Le Canada, il y a des expériences aussi, mais ça reste quand même assez ponctuel, vraiment peu développé, à part au Québec, grâce entre autres, pas entre autres, vraiment grâce en fait au Centre d'écologie urbaine qui a participé évidemment au mouvement altermondialiste, puis depuis Isabelle pourra nous le dire, plus de 20 ans, fait la promotion, puis il y a vraiment eu une accélération depuis 10 ans, ce qui fait qu'au Québec, il y en a quand même plusieurs, plus que dans d'autres provinces. Mais il y a vraiment quelque chose là, c'est une des questions qu'on se pose souvent avec mes étudiants, pourquoi au Canada, il y en a eu moins? Puis on n'est pas sûr de la réponse. C'est intéressant. Nous, notre partenaire américain, Participatory Budgeting Project, c'est un peu d'eux là, qu'on a développé notre modèle. C'est eux qui ont implanté le budget participatif à New York, puis qui l'ont répandu maintenant dans 85 villes ou plus là, aux États-Unis. Ce qui est intéressant de l'approche, c'est que c'est une approche de développement de projets collectifs. Donc, ce n'est pas des idées individuelles, là, c'est vraiment l'aspect collectif qui est mené. Il y a aussi l'aspect d'inclusion. Donc, le souci dans les méthodes de participation, de rejoindre les populations qui participent le moins, d'encourager le vote des sans-papiers, de traduire les outils pour que les communautés qui ne parlent pas l'anglais aux États-Unis
puissent participer. Donc, il y a vraiment cet angle-là aussi d'encourager le vote papier parce qu'ils disent que le vote électronique encourage la participation du blanc universitaire. Donc, de développer toutes sortes de méthodes alternatives pour vraiment partager le pouvoir avec les gens qui participent le moins. Un des grands constats qu'on a là, quand on compare le Canada des États-Unis, c'est que vu que les juridictions municipales puis les pouvoirs des élus sont différents, bien, par exemple, dans chaque district à New York, les conseillers municipaux ils ont un budget discrétionnaire d'1 million de dollars. Fait que c'est, entre guillemets, facile, je dis entre guillemets, d'avoir un fonds disponible qui est mis à la population. Tandis qu'ici, nos élus n'ont pas ce genre de budget-là. Et donc, rapidement, il y a aussi, donc c'est différent, là, il faut créer des mécanismes différents pour rendre une somme disponible. Et il y a aussi le fait que les juridictions sont différentes. Donc, au niveau municipal, par exemple, aux États-Unis, bien, ils gèrent le scolaire, beaucoup plus la santé. Il y a toutes sortes de juridictions qui sont différentes ici. C'est vraiment intéressant parce que, Laurence, dans ce que vous dites, on parle justement de transparence, on parle de répartition du pouvoir, on parle d'inégalité, de rétablissement d'une certaine manière, en fait, d'une question d'équité. On parle de discrétionnaire aussi, donc ça, c'est vraiment en fait par rapport à d'autres modèles. Mais en fait, la dernière question, enfin, le dernier commentaire de votre côté, Isabelle, parlait davantage d'engagement. Donc, comment, en fait, on va encourager justement les citoyens à avoir une participation engagée dans leur communauté? Moi, je dis déjà la première clé de l'engagement, c'est l'information. Okay. Comme si on ne sait pas que les structures existent dans notre communauté, on ne peut pas participer. Donc, avant même le budget participatif ou toutes sortes de mécanismes de participation, il y a déjà de connaître son territoire, de connaître ses élus, de connaître le pouvoir de notre municipalité, le champ de juridiction. Ça fait quelques années qu'on travaille là, avec chaque fois qu'il y a des élections municipales avec Élections Montréal pour créer des outils de vulgarisation du fonctionnement de la Ville de Montréal. C'est complexe, la structure de la ville, les arrondissements, les conseillers d'arrondissement, conseillers de ville, maires d'arrondissement, maires de ville. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas le nom exact de leur arrondissement. Donc, l'information, c'est vraiment la base pour que les gens s'intéressent et participent. Les gens ne connaissent pas non plus les mécanismes pour quand ils ont une demande. Tu sais, le 3-1, il n'y en a pas dans toutes les villes au Québec encore, mais les gens ne connaissent pas c'est pas se plaindre, c'est de faire une requête, c'est de communiquer une information à la municipalité, puis c'est pas... les administrations nous disent même que ça les aide à gérer les demandes puis à connaître les besoins. Si les gens ne signalent pas le besoin, bien souvent, ensuite, contacter leur conseiller municipal, assister au conseil municipal, assister au conseil d'arrondissement, aller poser des questions. Nous, souvent, les gens, ils sont prêts à aller dans les médias ou avant d'avoir fait toutes les démarches, connaître est-ce qu'il y a des groupes dans leur milieu qui s'intéressent aux questions-là. Il y a souvent des groupes communautaires qui travaillent déjà sur les questions ou bien d'autres comités de citoyens qui s'intéressent aux questions. Et ensuite, il y a les mécanismes de participation. Il y a plein de comités formels, là, les comités d'urbanisme à Montréal, il y a le Conseil des Montréalaises, le Conseil jeunesse. Donc, il y a des structures sur lesquelles les gens peuvent se présenter pour participer. Et il y a les consultations publiques, là, donc s'informer des consultations qui, dans notre secteur, s'inscrire à l'infolette de notre municipalité quand il y en a une. Donc, il y a toutes sortes de façons de participer ou s'impliquer dans des groupes du milieu, ou Laurence pourrait nous en parler là, de toute la participation informelle aussi qui existe là, dans les quartiers. Oui, c'est vrai, mais je trouve que c'est un point, effectivement, toi, tu as mis l'accent plus sur tout ce qui est
plus institutionnelles, mais aussi peut-être une des choses qu'on peut faire, c'est simplement regarder ce qu'il y a autour de chez soi. Puis il y a comme souvent des petits comités informels de citoyens qui font des petites choses ensemble, que ce soit, par exemple, pour les ruelles vertes à Montréal, mais ça peut être toutes sortes, juste des petites initiatives de verdissement. Puis là, ça permet un peu d'échanger de l'information sur le voisinage, voir qu'est-ce qui se passe, etc. Puis voir est-ce qu'il y a des enjeux, qu'est-ce qu'on trouve, etc. Donc, dans tout ce qu'on fait dans notre quotidien, si on a un chien, on va au parc à chiens, on parle aux gens, on regarde, on s'intéresse au parc à chiens, mais on s'intéresse aussi au parc, comme à Montréal, mais pas juste à Montréal. En fait, pendant toute pandémie, on a vu l'importance de l'espace public, puis les citoyens, ils ont leur mot à dire là-dedans. Puis pour plusieurs parcs, en fait, il y a des amis du parc, mais il y a aussi il y a des parcs qui n'ont pas d'amis, si on veut, du parc. Il n'y a pas de structure qui a été créée, donc ça peut se faire ça aussi de façon plus ou moins informelle également. Donc, souvent aussi, en regardant autour de soi, en parlant avec ses voisins, ça peut donner le goût de faire des choses, puis ces choses-là ne sont pas obligées d'être juste en termes de demander aux autorités. Et souvent, ça va arriver à ça, mais il y a des choses aussi qu'on peut commencer juste en essayant de rendre notre milieu de vie plus agréable à vivre. Puis, excuse-moi, Thomas, j'ajouterais… Non, vas-y, Isabelle. Dans les recherches qu'on a faites avec Laurence, rapidement, on a constaté que quand les gens s'impliquent dans des projets d'aménagement ou des projets citoyens, rapidement, ils interpellent la municipalité à cause de la réglementation, à cause de ce qu'ils ont le droit de faire, pas le droit de faire, de besoins de soutien ou autre. Fait que il y a plusieurs formes de participation qui amènent à comprendre le fonctionnement de la municipalité aussi. Mais j'aime beaucoup en fait le début et un peu la naissance de parler avec son voisin, parler avec son quartier, connaître son quartier pour remonter un peu plus haut, toujours plus haut en fait, comme vous dites Isabelle, par rapport justement en fait à sa municipalité, comment on va interagir avec sa municipalité, comment on va impliquer en fait les personnes de sa municipalité. D'ailleurs, en fait, vous parliez, Isabelle, au tout début en fait de cette intervention-là, en fait, du vote, et puis vous étiez en collaboration, par exemple, avec Élections Montréal, plus particulièrement. Mais je suis en tant que citoyen, en fait, je vote déjà pour mon maire ou ma mairesse, et puis pour mes conseillers ou mes conseillères. Pourquoi, en fait, je devrais prendre part à un budget participatif? Quand c'est possible de le faire, parce qu'il n'y en a pas partout. Bien sûr. Dernièrement, j'entendais Émilie Thuillier, la mairesse de l'arrondissement Annecy-Cartierville, qui disait dans la structure municipale actuelle, il n'y a comme pas de place pour proposer des projets. C'est beaucoup, la structure est faite pour poser des questions, avoir des réponses ou faire une requête. Mais le budget participatif, ça permet vraiment d'échanger sur des besoins, puis de proposer des idées qui des fois existent ailleurs ou bien qui sont nouvelles ou une nouvelle réponse à un besoin, un problème, et d'échanger avec les autres. Moi, je l'ai vu souvent dans des démarches, il y avait du dépôt d'idées individuelles, par exemple en ligne. Puis là, ensuite, les gens ils venaient dans un atelier. Et là, ils voyaient qu'en échangeant avec les autres, l'idée acheminait et elle devenait beaucoup plus intéressante. On n'avait pas pensé que tel organisme pourrait être impliqué. Cette rue-là, c'est peut-être beaucoup plus intéressant que la rue que j'ai proposée pour faire le verdissement, où ils reçoivent l'information sur un projet de parc qui va être rénové l'année prochaine. Donc, la priorité, on devrait peut-être la mettre ailleurs. L'échange dans les ateliers, on le voit vite, là, que le travail de collaboration en équipe, c'est beaucoup plus riche que de moi déposer mon idée en ligne. Ça va plus loin. Fait que ça, c'est intéressant et les gens apprennent sur le fonctionnement de la ville. Veux pas, on apprend qu'un banc, c'est beaucoup plus cher que ce qu'on pense parce qu'il faut faire une structure en béton, il faut un banc qui va résister plusieurs années. Donc, c'est pas 500 $ un banc, c'est 2 000 à 3 000 installer un banc dans un parc. Donc, il y a de l'éducation et aussi on apprend sur les choix que la municipalité doit faire. Par exemple, par rapport aux priorités dans un parc? Est-ce qu'on met de l'emphase sur des aménagements écologiques ou bien plus de mobilier?
des fois, en ville, là, il y a plein d'enjeux, par exemple, sur les espèces d'arbres là, qui envahissent les parcs actuellement, des espèces envahissantes. Mais ça coûte cher faire le nettoyage des forêts. Est-ce qu'on met d'abord l'argent là-dessus pour avoir une forêt plus viable à long terme ou bien on veut développer plus les équipements pour les enfants? Tu sais, je donne un exemple, mais ça montre qu'il y a des choix à faire avec des budgets limités. Puis ça éduque sur les choix quotidiens que les conseillers et l'administration doivent faire. Dans le fond, c'est un petit peu comme ce que tu disais tantôt, Isabelle, c'est que c'est un processus collectif. Hein. Voter, c'est juste une des étapes, en fait. Puis souvent, au processus collectif, c'est là que ça permet tout l'échange dont tu parlais, puis que ça permet vraiment de bonifier les projets. Puis le vote, en fait, il va y avoir peut-être un peu plus de personnes, puisque c'est plus facile de voter, surtout si c'est fait de façon digitale, mais un budget participatif qui serait que le vote, ça ne marcherait pas. C'est vraiment, il faut qu'il y ait ce processus collectif qui permet finalement de la bonification, la rencontre, l'information, etc. Donc, c'est vraiment, c'est pour ça qu'on parle d'un processus dans le budget participatif. C'est comme plusieurs moments qui aboutissent avec le vote, si on veut. Mais avant ça, il y a tout un moment d'échange, en fait, qui se fait en plusieurs fois. C'est intéressant ce processus continu et ce fait de se dire en fait que le vote, c'est juste un moment marquant d'un citoyen ou d'une citoyenne, mais qui peut être jalonné en fait de plein d'autres étapes pour justement valoriser cette contribution-là. Et puis que c'est une contribution qui doit se faire à plusieurs plutôt qu'individuellement pour justement en fait connaître les ambitions, les envies, les désirs des autres personnes qui sont autour de nous et puis de construire un projet un peu plus collectif d'une certaine manière. En fait, il y a quasiment que des avantages en fait pour une municipalité, pardon, en fait, d'avoir un budget collectif. Est-ce que je me trompe ou pas? D'un budget participatif, pardon. Moi, je dirais, c'est quand même un mécanisme assez lourd. Donc, ça prend des ressources humaines et financières quand même qui ne sont pas à négliger pour mettre en place un processus qui fait du sens. Donc, il faut accorder beaucoup de temps de coordination, la relation avec les citoyens, l'animation, la mobilisation, les liens pour se rendre vraiment sur le terrain, mais c'est beaucoup de temps en ressources humaines et financières. Donc, c'est sûr que en fonction du budget, pour un tout petit budget disponible, ce ne serait pas intéressant, à mon avis, de mettre en place un gros budget participatif. Il y a d'autres méthodes de consultation ou d'urbanisme participatif qui peuvent être intéressantes aussi pour avoir le point de vue du citoyen. Donc, moi, je ne dis pas ça prend un budget participatif. Ça dépend du contexte, puis ça dépend des objectifs qu'on se donne. Il faut clarifier dans les processus les objectifs pour aussi se donner les moyens de faire des processus qui font du sens. Oui, puis moi, j'ajouterais aussi qu'en fait, le budget participatif, c'est une méthode parmi d'autres, mais ça ne peut pas remplacer d'autres aussi qui ont d'autres objectifs. Par exemple, le budget participatif, on est plus là en termes de développement de projet, alors que ça ne pourra pas remplacer les besoins qu'il peut avoir de participer à influencer certaines décisions en matière d'urbanisme, par exemple, ou toutes sortes d'autres décisions que prennent les municipalités. Ou là, on peut utiliser d'autres outils. Fait que c'est pas si on prend le budget participatif, on utilise, c'est fini, on n'a pas d'autres processus à mettre en place. Puis aujourd'hui, je pense que les municipalités qui sont les plus innovantes en matière de participation ont vraiment compris qu'il y a différents espaces de participation, puis il faut juste les adapter, mais pas nécessairement, c'est ça, se limiter juste à un, parce que ça ne pourra pas répondre à toute la demande de tout ce que fait une municipalité, puis où les citoyens veulent avoir un pour revenir par rapport justement à ces avantages-là, en fait, du budget participatif, moi, c'est une question que je me pose, c'est est-ce que en allant justement en fait avec davantage de participation, davantage sur le continu de la population, on a une plus grande implication de la population, ce qui fait en sorte que, imaginons par exemple qu'on se rende à un vote
prochain, on a plus d'engagement de la population, on a plus de questions qui sont posées, on a la volonté justement de faire en sorte que cette ville, ce soit notre ville plutôt que la ville de notre mairesse ou de notre maire. Est-ce que c'est comme ça qu'on le voit sur le long terme plus particulièrement, Isabelle ou Laurence? Je dirais que c'est vraiment un objectif à long terme. Des fois, les gens sont déçus quand ils voient que les taux de participation, un budget participatif, ça avoisine 1% de la population autour du vote. Mais nous, on dit 1%, c'est un succès. Les élections municipales, on l'a vu là, aux dernières élections, il y a des villes ou des arrondissements qui sont à 30-35%. Puis c'est des machines avec beaucoup, beaucoup d'argent, un processus qui est connu depuis des années et la mobilisation est difficile. Donc là, c'est un peu de mobiliser les gens autrement. Et il faut voir le résultat comme au lieu de quelques élus ou quelques professionnels dans l'administration qui ont pris une décision, on a élargi la décision à quelques centaines ou milliers de personnes là, selon la taille du secteur. On l'a vu à Montréal, au budget participatif, c'est 20 000 personnes qui ont participé. C'est pas rien, là, 20 000 personnes mobilisées. Donc, mais c'est sûr que si on regarde le pourcentage, on est à un peu plus d'1%. Ça a l'air décevant. Mais il faut le voir vraiment sur ce que ça permet en termes de processus, puis beaucoup de choses qui sont non palpables là, en termes de désir de contribution, une approche positive. On n'est pas dans, il y a un projet qui est proposé, puis on se met en mode réaction, puis on dit ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. On est vraiment dans une logique de construction. Un autre impact intéressant aussi, c'est qu'il y a une discussion qui se crée entre citoyens, élus et professionnels de l'arrondissement ou de la ville. Les professionnels, souvent, dans l'approche traditionnelle, on ne les voit pas, puis ils ne sont pas en contact avec les citoyens. C'est les élus qui sont en discussion avec les citoyens. Mais dans le budget participatif, les professionnels participent aux ateliers, ils donnent beaucoup d'informations techniques et eux, ça les alimente pour construire des projets qui répondent aux besoins. Puis, on l'a vu là, dans des démarches des professionnels. Hey, moi, je ne parle jamais aux citoyens qui nous disent. Là, puis là, ça permet vraiment un échange. Puis eux, ils connaissent, par exemple, Madame X nous dit que c'est dans tel parc qu'on devrait faire l'équipement. Le professionnel nous dit ce parc-là, il a vraiment besoin d'amour, il est à la même distance de marche. Puis là, il y a une négociation qui se fait comme avec les citoyens, puis on trouve des solutions pour répondre aux besoins aussi avec une vue d'ensemble du quartier. Oui, tout à fait. Laurence, est-ce que vous Mais voulez donc, je rajouter? trouvais ça vraiment intéressant ce qu'Isabelle vient de dire sur le fait non palpable, en fait, parce que ça peut être difficile quand même de mesurer si on s'en tient juste aux chiffres ou même d'essayer de voir quel est par exemple, faire un lien entre un budget participatif puis le taux de participation aux élections. Là, ce serait vraiment hasardeux. Il faudrait le faire vraiment sur plusieurs années. Et puis, l'enjeu, c'est beaucoup plus que si on y croit, il faut faire en sorte que le budget participatif se maintienne. C'est parce que ça se construit aussi sur plusieurs années. Les citoyens ont confiance, ils voient les effets de ça. Ceux qui étaient un peu, vous ne savez pas trop, être désintéressés ou méfiants ou quelque chose, ils vont dire, bon, ça vaut la peine, je vois ce que ça donne, etc. Donc, il y a comme c'est vraiment, je pense que ça, c'est un enjeu, c'est qu'il faut que ça dure. Et c'est ça qui va créer aussi peut-être les effets qui vont être plus faciles à mesurer, en fait. Mais c'est clair que tous les effets non palpables sont vraiment, vraiment là qu'on parle aux citoyens. Ou là, je trouve que l'exemple aussi des fonctionnaires est vraiment important. Tu sais, ça montre comment ça permet aussi aux fonctionnaires de sortir en fait de leur bureau en fait, puis c'est pas qu'ils voulaient pas nécessairement avant, mais ça se faisait pas dans leur travail, puis ça amène comme des transformations de eux-mêmes, comment ils se perçoivent en fait par rapport aux citoyens. Donc il y a plein de logiques de transformation que ça amène qui sont vraiment intéressantes dans une ville. Ça les sort aussi de leur zone de confort. C'est confrontant le budget participatif parce que, par exemple, actuellement, les citoyens veulent ça c'est juste un exemple parmi d'autres, mais les citoyens veulent des arbres fruitiers dans les parcs puis dans les rues. Les professionnels qui gèrent l'entretien des rues, ils n'aiment pas ça, des arbres fruitiers, parce que
les fruits, ça tombe sur la chaussée, ça peut être dangereux. Donc, il faut trouver des compromis de où est-ce qu'on pourrait mettre des arbres fruitiers qui répondent aux besoins ou des variétés qui, dans le bon lieu, qui vont répondre aux besoins. Donc, c'est une recherche de compromis. C'est aussi, ça oblige les professionnels à sortir des silos aussi. Ah, c'est pas mon département qui gère ça, ou non, chez nous, ça fonctionne pas. Bien là, ça oblige à parler entre divisions pour trouver des solutions, répondre aux besoins. Donc, et là, c'est là que le politique pousse aussi, parce que des fois, il y a une liste d'idées qui sont rejetées. Tu sais? Et là, les élus là, disent, ben là, il y a bien trop d'idées rejetées. Il faut comme on ramène des idées dans les peut-être admissibles, puis c'est dans les discussions en comité qu'on essaie de trouver des solutions. Donc, ça en est de l'impalpable. Là. On ne peut pas, ça ne dit pas, mais ça permet d'innover. On l'a vu dans Annecy Cartierville, il y a un projet de recyclage de verre, projet pilote qui a été mis sur pied, qui fonctionne bien, qui va peut-être faire école pour la Ville de Montréal. Donc, mais s'il n'y avait pas eu le budget participatif, ce projet-là aurait eu beaucoup de difficultés à naître. Ce que simplement, peut-être pour ajouter ce que tu viens de dire, juste pour qu'on comprenne bien, en fait, que quand il y a un aspect, quand tu dis des projets rejetés, c'est qu'en fait, une fois que les projets ont été formulés, en fait, il va avoir, puis qui sont vraiment consolidés, il va avoir comme une forme de filtrage qui va être fait par les fonctionnaires pour voir si ça répond, est-ce que c'est vraiment de la compétence de la municipalité, est-ce que ça répond aux normes qu'on a, ça peut être des normes qui viennent du gouvernement provincial, mais que la municipalité doit adopter, ou que la municipalité a elle-même, puis à ce moment-là, il peut avoir effectivement comme des projets qui sont mis de côté. Mais comme Isabelle avait bien expliqué, il y a aussi une part de flou là-dedans, de négociation, puis qui est là aussi, qui peut amener soit l'innovation, des changements, en fait, qui dit, ben non, il faut faut pas juste qu'on regarde la case, ça rentre bien, il faut peut-être qu'on élargisse un peu la case. Là, dans tous les cas, c'est très intéressant parce que quand on regarde un peu les conditions gagnantes qui ont été expliquées jusqu'à maintenant, Isabelle, vous parliez davantage en fait pour des petits budgets, ça vaut pas forcément la peine en fait d'aller vers un budget participatif parce que ça prend en fait des moyens nécessaires en ressources humaines et autres. Il y a aussi l'autre conversation qui est le budget participatif, ce n'est pas une mode, ça doit être une conversation, c'est une relation de confiance qu'on doit établir sur le long terme pour justement voir un engagement. Puis, ce n'est pas une conversation qui peut s'arrêter à n'importe quel moment, en fait, c'est dans du continu, vraiment. Puis, c'est intéressant aussi parce que la condition gagnante, c'est d'avoir des personnes de l'autre côté qui sont capables d'aller vers de l'intersectoriel, de sortir en fait de leur zone de travail habituel et puis de partir davantage en fait à l'écoute. Est-ce qu'il y a d'autres conditions gagnantes en fait qu'on devrait envisager si on est une municipalité et qu'on veut mettre en place justement un budget participatif? Bien, nous, on encourage toujours la création d'un comité de pilotage qui est composé de gens de la municipalité, mais avec des acteurs du milieu puis des citoyens. Okay. Donc, pour définir les règles ensemble, mais surtout aussi ajuster le processus en cours d'année, évaluer le processus d'une année à l'autre, formuler des recommandations pour le bonifier, puis que ça reste vivant. On ne veut pas que ça devienne comme un programme rigide, puis on l'applique à chaque année de la même façon. On veut se donner des objectifs, par exemple, d'inclusion, suivre la progression, puis ajuster ensemble le fonctionnement. Donc, il y a des milieux qui sont plus réticents à inclure les groupes communautaires du milieu parce qu'ils sont habitués d'être dans une dynamique de confrontation. Et que là, ils n'ont pas le goût là, mais en même temps, en associant ces gens-là dans le comité, bien, on crée une autre dynamique qui est plus consensuelle, puis plus de collaboration. Fait que ça aussi, ça change les dynamiques. Et vraiment, je pense que d'avoir des citoyens qui disent les choses à la municipalité sur ce qui va bien dans le processus puis ce qui ne va pas bien, ça contribue à la légitimité, mais aussi c'est tous ces gens-là engagés qui participent au comité de pilotage, c'est des relais de l'information et des ambassadeurs du processus dans la communauté par la suite. Bien sûr. Donc, le comité de pilotage, pour moi, c'est une des conditions gagnantes. Je ne sais pas si tu en vois une d'autres, Laurence.
Non, mais je trouve que le comité de pilotage, il faut se rappeler que c'était déjà dans le modèle de départ de Porto Alegre, puis que c'était vraiment vu comme une façon d'améliorer constamment le processus, puis de se réajuster, puis de se rendre compte, bon, je ne sais pas si ça n'avait pas été assez inclusif ou si des choses. Et quand je disais tantôt que le BP, le budget participatif, c'est un champion international, ça l'a été, mais pas nécessairement toujours dans tous ces aspects. Puis il y a plusieurs budgets participatifs qui sont un peu édulcorés, puis qu'on a oublié c'est quoi les mécanismes, en fait, qui fonctionnent, puis qui font que c'est vraiment démocratique, en fait. Et ce comité de pilotage-là en fait partie. Donc, et aussi ce qu'on disait tantôt, il faut qu'il y ait plusieurs moments, en fait. Hein, c'est un processus. L'idée de mobiliser, il y a l'idée de la mobilisation, là, c'est l'idée qu'on ne fait pas ça dans un coin en espérant qu'il n'y ait pas trop de personnes, il faut qu'on aille voir les gens, etc. Faut qu'il y ait puis il faut aussi laisser à la communauté qu'elle s'organise, mais qu'il faut qu'il y ait un mécanisme qui lui donne envie de s'organiser, d'aller voir les gens dans son quartier, pour qu'on voit qu'est-ce qui se passe. Donc, tout ça fait partie, en fait, des mécanismes de base du BP qu'il ne faut vraiment pas oublier, puis que ceux qui observent le BP depuis 20 ans, des fois, c'est triste de voir qu'on oublie ces aspects-là, parce que ça ôte son aspect innovant, puis ça en fait un peu une méthode de participation conventionnelle, si on oublie ça. Super. J'aurais peut-être un autre Allons-y, condition Isabelle. gagnante. Ça serait la documentation du processus. Des fois, nous, on s'intéresse à tout ce qui se passe au Québec en termes de processus, puis on essaie d'avoir de l'information sur les processus qui ont eu lieu dans des villes. Puis des fois, ils ne sont pas capables de nous résumer le processus avec combien de personnes il y a eu à chaque étape. Il n'y a pas de photos des événements. Les gens... les villes, certaines villes sont réticentes à poser des questions sociodémographiques aux gens, alors que c'est vraiment, ça nous permet vraiment de mesurer la progression de l'implication et d'aller chercher des données vraiment intéressantes du genre le nombre de personnes qui ne votent pas habituellement aux élections municipales, soit parce qu'ils n'ont pas le droit, pas l'âge ou qui n'ont pas l'habitude. L'origine des gens ou bien l'appartenance à une minorité, soit de genre ou de handicap physique ou personnes racisées. Donc, la documentation du processus, c'est vraiment un autre facteur, condition gagnante là, pour pouvoir mesurer le progrès du processus. Et puis, ça serait même intéressant, si on y va avec un budget qui est encore plus important, d'envisager même une évaluation d'impact en fait d'un projet comme celui-ci. Mais ça, après, c'est vraiment quand on est sur le projet parfait. Là, justement, en fait, on peut parler en fait des projets parfaits ou presque parfaits, des exemples un peu chouchous. Là. Je ne sais pas, Isabelle, Laurence, si vous avez chacune de votre côté. On n'est pas obligé en fait d'aller sur des énormes projets en fait qui se sont mis en place là, mais vraiment des projets un peu coup de cœur pour vous en fait dans lesquels justement vous avez vu un véritable engagement à la fois des citoyens et des citoyennes, mais aussi en fait une réponse adéquate de la municipalité. Bien, c'est difficile. Il n'y a pas de processus parfait, hein, parce que moi, je dis souvent, la démocratie, c'est pas parfait, puis c'est de l'essai-erreur. Puis, je vous nommerai n'importe quelle ville là, ou projet dans lequel on a été impliqué. Il y a des bons côtés, puis il y a des défis avec des angles morts, des trucs vraiment... Donc, c'est un peu dangereux de poser la question comme ça. Là. Chaque processus a ses points forts. Peut-être que je pourrais te donner des exemples intéressants. Bien, l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, c'est un grand territoire. Ils ont choisi de séparer le territoire en 3 et de faire un budget participatif par quartier pour avoir 40-45 000 personnes de population, puis pouvoir offrir un budget un peu plus gros. Donc, c'est un processus vraiment qui est basé sur le quartier identitaire et non la division administrative des quartiers ou des districts. Fait que ça fait sens. Et si je continue dans cet exemple-là, ben, il y a un comité de pilotage où il y a des citoyens impliqués et les processus d'année en année ont été ajustés, mais entre autres pour s'ajuster à la pandémie, mais aussi pour augmenter la participation.
Donc, dans la première année, dans Mercier-Ouest, je crois, on avait fait un forum d'une journée pour développer les projets. Mais là, avec l'adaptation en ligne, puis finalement, ça a été 2 événements en ligne. Mais premier pour prioriser des idées, puis ensuite, les idées priorisées, on les développe dans un autre atelier. Puis, on a ajouté aussi un atelier de bonification. Il y a des délégués qui sont nommés dans l'atelier de développement de projet, puis on va finaliser à la fin là, avec les professionnels l'ajustement des projets avant qu'ils se rendent sur le bulletin de vote. C'est un bon exemple de processus là, qui s'est bonifié avec le temps, puis avec les commentaires du comité de pilotage et des citoyens impliqués. Merci Isabelle. Laurence? Mais vraiment, là-dessus, je crois que c'est Isabelle qui peut répondre, celle qui connaît, qui est sur le terrain, qui a les meilleurs exemples en tête. Là, donc, je vais laisser Isabelle. Mais même pas un coup de cœur de votre côté ou Isabelle a un coup de cœur? Parce que je comprends en fait qu'il y a le volet administratif et gestion en fait d'un projet, mais quelque chose où on a vu vraiment une différence, quelque chose où on a vu un engagement citoyen, une volonté en fait de la municipalité ou de personnes justement de faire en sorte que ça change pour le meilleur et puis qui donne actuellement ses fruits. Par exemple, vous avez parlé par exemple de tout ce qui est recyclage du verre, par exemple, qui va potentiellement avoir un impact en fait sur la à hauteur de Montréal. Est-ce qu'il y a d'autres expériences un peu inspirantes qui, s'il y a des personnes qui nous regardent, qui sont du côté citoyen ou alors du côté administratif, disent il faut vraiment que je le fasse? Ce qui est le coup de cœur, c'est qu'on ne sait pas les projets qui vont sortir. C'est ça qui est intéressant du budget participatif, parce que ce n'est pas ce qu'on pense nécessairement qui va être populaire qu'il l'est. À Montréal, là, les résultats, le coup de cœur, il y a Montréal et le plateau Mont-Royal qui ont fait des budgets participatifs axés sur la transition écologique et sociale. Fait que ça donne un angle. Donc, on n'est pas dans de l'équipement de parc traditionnel nécessairement, mais on donne une direction, une orientation à notre processus. Fait que ça, c'est intéressant, je trouve, de pouvoir avoir une visée avec les projets qu'on développe. Mais par exemple, à Montréal, les 2 projets les priorisés là, sur les 7, le premier, c'est les mini-forêts, donc réalisation de 7 mini-forêts à Montréal pour favoriser la biodiversité. Et le deuxième, c'est l'ajout de 125 fontaines d'eau. On n'aurait pas pensé là, que ça aurait été la priorité des citoyens. Ce n'est pas glamour, là, ajouter des fontaines d'eau dans des parcs, mais on voit que ça répond à un besoin puis collectivement, là, il y a une majorité de gens qui ont voté pour ça. Donc, c'est intéressant ça fait des surprises. Ouais. Un autre coup de cœur hors Montréal, là, à Drummondville, c'est un budget de 450 000 d'investissement. Le premier projet qui a été priorisé, c'est un projet multisensoriel pour permettre aux enfants handicapés d'être stimulés, des enfants avec déficience intellectuelle ou autre. Donc, ça aussi, on n'aurait pas imaginé que c'est ça que la population aurait priorisé. Donc, il y a aussi des élans de solidarité avec des populations qui ont des besoins particuliers, qui peuvent s'exprimer. J'aime ça, le fait que le coup de cœur, ce ne soit pas celui auquel on avait pensé au départ. Ou alors que l'ouverture, on y aille par des thématiques et non par des projets pour savoir si oui ou non un projet, ça pourrait fonctionner ou pas. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est dans une thématique en particulier, comment vous aimeriez orienter en fait telle ou telle chose. Donc, c'est très intéressant. Est-ce que justement, en fait, vous trouvez qu'il y a assez de budget participatif au Québec? On a fait une recension maison là, au Centre d'écologie. On a essayé de voir en 2021-2022. On estime qu'il y a le tiers de la population québécoise qui va avoir l'occasion ou avoir eu l'occasion de voter dans un budget participatif en 2021-2022, ce qui est énorme. Tu sais, il y a 15 ans, on n'était pas là. Il y avait le budget participatif du plateau qui avait eu lieu de 2006 à 2008, là, à l'époque de Mme Fotopoulos. Donc, c'est sûr que moi, je pense que l'enjeu, ce n'est pas d'avoir plus ou moins de processus actuellement, c'est d'avoir des processus de qualité qui vraiment
offre une vraie expérience de participation, de dialogue et d'échange entre élus, fonctionnaires, population. Je comprends tout à fait. Laurence, est-ce que vous voulez rebondir là-dessus ou... Ben, moi, je crois aussi, ce que je trouve vraiment intéressant, je trouve qu'effectivement, il faut continuer le développement du budget participatif parce que ce que je trouve qui est vraiment aussi intéressant, c'est que c'est en dehors des exigences légales en matière de participation. Fait que ça permet d'aller beaucoup plus loin, d'être plus inventif, de faire en sorte que, justement, comme on a dit, que les élus, les fonctionnaires, les citoyens se sentent appelés puis engagés, en fait, en tant que tel. Une chose que je remarque, c'est par contre qu'il faut faire attention parce qu'il y a certaines formes de budget participatif qui deviennent effectivement un petit peu des manières de, comment dire, de distribuer des subventions, en fait. Hein. Donc, c'est comme si des subventions, au sens, ça va être des mini-subventions, en fait. Hein, c'est souvent pas nécessairement des grands montants, mais ça va être des organisations qui vont venir présenter des choses, puis ça va être une manière de les financer au lieu, puis on pourrait se dire que c'est intéressant, mais en fait, il y a quand même l'idée qu'il faut que ça soit en lien avec la municipalité. Il faut que la municipalité ait un engagement aussi de son côté, puis que ça ne soit pas juste financier, en fait, qu'elle y prenne part, parce que autrement, ça vient un peu dénaturer une façon, en fait, de donner les subventions aussi également. Puis c'est comme si finalement, on encourageait, si on veut, les initiatives citoyennes. Ça peut être bien là, d'encourager les initiatives citoyennes, mais je trouve qu'il ne faut pas perdre l'idée que c'est un engagement d'une communauté dans lequel la municipalité est aussi présente. Donc, son rôle n'est pas simplement de donner de l'argent, mais elle aussi de voir qu'est-ce qu'elle peut faire dans le projet, comment est-ce qu'elle peut aider. Puis que normalement, en fait, même au départ, l'idée des budgets, c'est que c'est la municipalité qui réalise, peut-être pas tout seul, mais c'est elle qui est, comme si on veut, maître d'œuvre, ça serait mieux le meilleur mot, en collaboration avec les citoyens pour continuer ce dialogue-là. Puis il faut faire attention parce que des fois, je trouve un peu qu'il y a c'est ça, on dénature un peu les budgets participatifs, surtout si en plus on met plus l'accent sur le vote à la fin. Venez proposer vos projets, puis à la fin, on vote juste pour le meilleur, puis c'est celui qui a fait la meilleure campagne de pub qui gagne, là, de com. Là, ça, je trouve que tout le processus collectif dont parlait Isabelle est un peu perdu de ce point de vue-là. Mais évidemment, moi, je suis pour qu'il y en ait plus, puis aussi, j'aimerais ça, c'est qu'il y en ait pas juste dans les municipalités. Je pense que dans les écoles puis les commissions scolaires, ça serait extraordinaire. Ça permettrait de créer aussi une communauté autour des commissions scolaires, d'autant plus qu'on sait que maintenant, en plus, il n'y a plus de vote, en fait, puis d'élection, commission scolaire. Donc, ça serait une manière aussi de voir, de mieux faire comprendre aussi comment fonctionnent les écoles, etc., qui a une couverture aussi, médiatique, pas très importante dans tout ce qui se passe dans les écoles, encore moins importante que les municipalités. Puis le budget participatif permettrait de visibiliser. Puis quand je pense à ça, je pense justement aux exemples à New York, là, où Isabelle tantôt disait les municipalités aux États-Unis, elles ont souvent des compétences, en fait, qui touchent tout le scolaire. Puis ça fait que plusieurs des priorités qui peuvent être financées vont être en lien avec les écoles. Puis c'est là qu'on se rend compte je sais pas, des choses comme des toilettes qui n'ont pas été rénovées depuis 25 ans. Fait des choses qui, comme on n'en discute pas assez, fait que ça rend aussi saillant des enjeux. Puis il y a des exemples où les BP ont été faits autour d'écoles, autour de commissions scolaires, ailleurs, puis je trouve qu'on devrait vraiment avoir ça au Québec. Je pense que ça serait un plus pour nos écoles. Un bel exemple de processus de budget participatif qui a eu lieu au Canada, c'est avec l'Office municipal d'habitation de Toronto. Dans les HLM, pendant plusieurs années, les investissements de rénovation dans les HLM étaient décidés par les résidents. Il y avait une grosse partie donc, où mettre les priorités. Donc, c'est ça, dans les écoles, il pourrait y avoir une partie, on n'est pas obligé d'être dans des projets extra nouveaux, on peut être de où est-ce qu'on priorise les investissements pour notre communauté aussi. Oui, donc, complètement. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, plus particulièrement par rapport à ces types d'investissements-là, c'est qu'on parle de municipalité, on parle en fait même aussi d'écoles, mais ça va dépendre en fait de la responsabilité de la municipalité, de l'endroit où elle va voir en fait des possibilités de pouvoir intervenir. Imaginons qu'on parle de santé plus particulièrement. La santé qui est davantage en fait une responsabilité qui est provinciale.
comment en fait la municipalité va pouvoir impacter en fait la santé de la population sans rentrer directement en fait dans les hôpitaux. Donc là, on rentre dans l'environnement bâti, mais est-ce qu'on parle justement assez de santé dans ces budgets collectifs-là? Parce qu'on parle d'environnement bâti, on parle de qualité de vie, mais est-ce qu'on pourrait aller encore plus loin? C'est une question que je vous pose parce qu'on est dans la semaine de la santé durable. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée par rapport à ça, un commentaire? Ben, pour nous, entre le Centre d'écologie urbaine, notre vision de la ville à échelle humaine, c'est une ville qui favorise la santé parce qu'elle favorise les transports actifs, elle est verte, donc qualité de l'air, qui est santé mentale aussi, avec des parcs de qualité. On le sait, hein, avoir un espace vert à moins de, je pense, c'est 500 mètres ou de chez soi, il y a un grand impact sur la santé mentale. Donc, pour moi, aussi, toutes la rencontre, les activités sociales contribuent aussi à la santé mentale. Fait que pour moi, si on a une ville à échelle humaine qui facilite la rencontre, l'activité physique dans le quotidien, on contribue à la santé. Donc, le budget participatif, c'est rare qu'on utilise le mot santé, mais les projets, quand on les regarde, ça touche directement la santé. Si on regarde là, Montréal, des mini-forêts, c'est pour la biodiversité, la nature près de soi. Il y a les fontaines à boire. Ensuite, il y avait il y a une serre qui a été pour avoir des aliments à Saint-Michel, là, à proximité, à 4 saisons. Donc, c'est tous des projets en général qui sont proches de la santé. Super. Moi, j'ajouterais juste pour continuer sur l'histoire des écoles on pourrait aussi avoir ça dans un budget participatif dans le système de santé. Peut-être pas dans tous les types d'établissements de santé, mais sans doute ceux où, en fait, il y a comme des usagers qui sont là de façon un peu plus continue. Donc, on sait qu'on a des comités d'usagers là, qui fonctionnent plus ou moins là, dans les hôpitaux. Là, on faudrait y penser parce que ça bouge beaucoup, mais par exemple, ce serait extraordinaire dans un CHSLD avec tout ce qu'on a entendu de ce qui se passait dans les CHSLD. Ça pourrait recréer une dynamique, en fait, en tant que telle, autour de la communauté. Puis ce que moi, j'aime bien dans cette idée-là, c'est que quand on dit de la communauté, ça veut dire qu'on met ensemble les usagers, mais on peut mettre aussi d'autres personnes qui travaillent autour du CHSLD puis qui sont peut-être à qui on ne demande jamais l'avis. Par exemple, la personne qui fait le ménage, mais elle a une perspective que les autres n'ont pas. Puis là, ils peuvent se parler. Tu sais, le processus collectif dont on parlait tantôt, ça permet de se parler. Fait que moi, je trouverais ça extraordinaire si on pouvait appliquer ça dans certains établissements de santé. Je suis certaine que ça amènerait des changements positifs. Des choses un peu aussi dans des tensions à gérer, parce qu'on peut penser qu'il y aura des choses comme, je ne sais pas, les repas à améliorer, genre, tu sais, des choses dont on a discuté déjà dans les journaux, mais qui vont être dit du point de vue de ceux qui le vivent, en fait, en tant que tel. Mais ça permettrait peut-être aussi de remettre les choses sur la table, puis trouver des solutions, puis d'avoir certains établissements de santé qui sont un petit peu plus innovants, puis qu'ensuite, ça permettrait aux autres de s'en inspirer, tu sais. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une perspective en termes de décentralisation, en fait, de permettre ça, tu sais. L'exemple, en fait, tantôt dans l'arrondissement antique Quartier-Ville, où il y a cette récupération de verre, puis qui va peut-être devenir un modèle, c'est tout à fait ça auquel on pense. C'est en permettant des choses qui se font dans certains types d'établissements, qui pourraient se faire dans le CHSLD, bien, ensuite, ça pourrait être importé dans d'autres. Puis ça viendrait vraiment de ce qu'on appelle l'intelligence collective, là. Fait qu'on pourrait... Fait que je ne réponds pas tout à fait à votre question parce que ce n'est pas nécessairement la santé au sens individuel forte, mais c'est plus en termes de créer un climat, en fait, dans les établissements de santé. Ça, je pense que le BP, je vous dis, là, on pourrait en avoir un à l'université aussi. Là. Je pense que ça serait extraordinaire. J'aimerais bien en avoir un à l'Université de Montréal. En fait, c'est vraiment intéressant parce que vos questions se combinent l'une avec l'autre. J'aime beaucoup ça. Il faudrait même en parler, Laurence, aux patients partenaires, parce qu'il y a justement un regroupement de patients partenaires qui pourraient être intéressés par la chose en question. Puis moi, Isabelle, personnellement, en fait, étant donné que je suis résident montréalais, j'avais voté pour les fontaines à eau.
sur le budget participatif. Donc, c'est exactement ça. Ce qui est intéressant même dans le système de santé, c'est qu'on peut penser directement en fait aux cafétérias et puis à l'alimentation, mais en même temps, si on pose la question, peut-être qu'il y a d'autres surprises qui vont arriver et ça peut être des surprises coup de cœur. Comme Isabelle en parlait jusqu'à maintenant, là, en ouvrant la question, potentiellement, en fait, qu'on aurait des réponses qui seraient différentes de celles auxquelles on pourrait s'attendre de notre côté. On arrive vraiment en fait sur la fin de notre échange de notre côté là, pour ne pas vous épuiser non plus avec mes questions en rafale. Mais imaginons en fait qu'on n'a pas de budget participatif dans notre communauté. En tant que citoyen, en fait, j'ai pas de budget participatif dans ma communauté. Qu'est-ce que je dois dire ou faire avec mon élu en fait ou avec mes élus pour leur donner le goût de s'engager dans un processus comme celui-ci? Déjà, il faut voir, il y a plein d'outils qui existent là, pour parler du budget participatif. Puis on a un site qui est budgetparticipatifquebec.ca où on essaie de recenser quelques bons exemples. On a des vidéos. Donc, il faut déjà être capable d'en parler puis de partager peut-être les vidéos ou les documents. On a fait aussi un document spécifiquement pour les décideurs pour expliquer en quelques arguments les avantages du budget participatif. Donc, par exemple, ça permet d'impliquer des gens qui ne participent pas habituellement, d'entendre la voix de d'autres personnes, fait que soit des adolescents qu'on peut faire participer, qui ont le droit de vote, ou bien des gens qui sont pas résidents, qui sont résidents mais qui ne sont pas citoyens canadiens, qui habituellement n'ont pas le droit de vote. Donc, ça permet d'initier ces gens-là à la démocratie municipale, d'entendre des besoins, de mieux comprendre les besoins de la population, là, puis de pouvoir trouver des solutions. Et ce qui est intéressant aussi, les élus nous disent le BP, c'est intéressant, c'est comme une grosse boîte à idées, mais des fois, ce n'est pas dans le budget participatif que ça se réalise, mais ce n'est pas les idées qui sont perdues, sont réutilisées par les professionnels. Ou il y a même dans un quartier, une table de quartier qui a eu un financement puis qui a réalisé un des projets qui était sur le bulletin de vote qui n'avait pas été voté. Donc, ça permet de faire connaître les besoins et ce qui préoccupe les gens. Comme je disais tout à l'heure, ça permet de briser les cloisons, là, d'innover, trouver des nouvelles solutions. Puis aussi, accroître l'intérêt de la population envers le travail des professionnels puis des élus, de mieux comprendre comment ça fonctionne. Il y a une étude aux États-Unis qui démontrait que les conseillers qui ont mis en place des budgets participatifs se faisaient plus réélire. Fait que je ne sais pas si ce serait réel ou la même chose au Canada, là, mais aux États-Unis, c'est sûr que la somme est très importante aussi, là, fait que ça a un impact différent. Là, donc, c'est quelques exemples avec tout ce qu'on a nommé là, depuis tout à l'heure. Là. Je pense que l'idée, c'est vraiment de changer la dynamique puis de se mettre dans une logique de collaboration et d'échange avec la population. Ce serait ça le lien de proximité avec justement en fait son élu ou ses élus et puis d'instaurer en fait une conversation plus particulièrement plutôt que de se dire qu'il y a une barrière qui est existante et puis de mettre les processus en question. Des processus qui sont dans des budgets participatifs mais qui, comme le disait très bien Laurence, le budget participatif est l'un des nombreux outils pour inviter en fait à la conversation. Donc, si ça ne mène pas à un budget participatif, ça peut mener à l'utilisation d'autres outils, à d'autres types de conversations aussi. Laurence, est-ce que vous vouliez rebondir là-dessus? Je pense que oui. Je voudrais juste par contre insister sur le fait que c'est important encore, là, je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut que ça dure dans le temps parce qu'il y a comme un temps d'appropriation en fait, hein, puis il faut que si les citoyens, mais aussi les élus, les fonctionnaires, s'ils savent que ça va revenir, c'est là que ça vient changer leur manière de faire. Alors que si c'est juste ponctuel puis il y a une incertitude, ils ne vont pas s'habituer. Puis ça ne crée pas des habitudes, en fait, puis des nouvelles pratiques. Donc ça, c'est vraiment important de voir ça. Mais l'idée, souvent, auprès des élus, c'est de commencer par une expérience pilote parce qu'on veut essayer. Puis c'est là que l'idée de le documenter, ça peut être intéressant, justement, pour qu'on puisse voir les effets. Puis ensuite, de l'amener pour que ça s'ancre bien dans la municipalité, en fait, pour qu'on peut espérer que ça dure, en fait. Super. J'ajouterais, on voit, là, il y a des processus qui se lancent rapidement sans trop être réfléchis ou accompagnés. Et l'expérience est
les résultats sont médiocres, disons, et ensuite les municipalités ne reproduisent pas l'expérience parce qu'ils ne se sont pas donné les conditions de base pour que ça fonctionne bien, puis qu'il y ait des résultats intéressants. Fait que, pour pas que ce soit un concours là, de l'idée la plus populaire, mais vraiment Bien sûr. un processus démocratique. Savoir dans quoi on s'engage, c'est peut-être Ouais. c'est peut-être la clé du succès aussi au final. Merci beaucoup. C'est vraiment extrêmement intéressant. Moi, j'aime beaucoup en fait le fait que ça puisse donner un pouvoir supplémentaire en fait dans cette conversation entre les citoyens et leurs élus, mais que ça puisse être transcrit en fait dans une multitude d'autres domaines, le milieu de la santé plus particulièrement, mais le milieu scolaire, le milieu familial. Il y a énormément d'endroits en fait où on pourrait le faire. Dans le milieu associatif, je vais certainement en parler moi de mon côté avec les membres de notre équipe et puis avec le conseil d'administration. Pourquoi pas avoir un budget participatif au sein de la SPQ pour avoir justement une meilleure conversation. Donc, c'est extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Je pense qu'on va passer, si ça ne vous dérange pas, en fait, à la période de questions. Ça va se faire en live directement en fait sur Facebook. Donc, on va arrêter l'enregistrement et puis on va passer directement en fait sur la conversation Facebook. Merci beaucoup. Hein. C'est vraiment très Merci. apprécié.